La 12e édition de l'Observatoire de la communication CNB. Les enjeux de la communication CNB à l'international. Une matinale avec les experts de CIACI Saint-Honoré, Clémence Perrin et Agnès Dréan-Lepage et leur invité Jérémy Louis de Euler Hermès. Bonjour à tous, je suis Clémence Perrin, je dirige l'activité communication RH chez CIACI Saint-Honoré et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du 12e Observatoire de la communication CNB. Cette année, au-delà des résultats de l'Observatoire, nous avons choisi d'axer cet événement autour du thème des enjeux de la communication CNB à l'international. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts, Agnès Dréan-Lepage et Jérémy Louis, qui nous feront part de leur expérience en la matière dans la deuxième partie de cette présentation. Je vous propose sans attendre de rentrer dans un premier temps dans le détail des résultats de l'Observatoire de cette année. On va commencer par quelques mots sur le panel et s'attacher dans un premier temps à regarder le panel des entreprises. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice de l'Observatoire, on a étudié les bilans sociaux individuels que nous avons réalisés cette année, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. Et le panel des BSI réalisé cette année est en croissance par rapport à l'année dernière et l'année 2019. Vous voyez là le chiffre de 1 051 837 BSI, pour être précise, réalisés, diffusés en 2021 sur la base des données de l'année 2020. À droite, vous avez la répartition par secteur d'activité. Donc, vous voyez que les entreprises qui composent le panel sont à 37% dans le secteur de l'industrie, suivi à 22% par le secteur de la banque, du conseil et de l'assurance. Ensuite, le BTP et l'immobilier pour 12%, la grande distribution pour 8% et 7% pour respectivement luxe, cosmétique, services, culture et loisirs et transport et logistique. Un point aussi en bas à gauche que vous voyez, c'est l'effectif moyen sur le panel. On viendra un peu plus dans le détail dans la slide d'après. Le panel est composé en moyenne par entreprise de 8 653 collaborateurs. Toujours sur le panel entreprise, sur la slide suivante, la répartition par effectif dans les entreprises du panel. Donc vous voyez que pas la majorité, mais 42% des entreprises que nous avons étudiées dans le cadre de cet observatoire et de ces résultats ont entre 1000 et 5000 collaborateurs. 29% ont moins de 1000 collaborateurs, ça monte en puissance au fur et à mesure des années sur le segment des PME. 18% pour des entreprises de plus de 10 000 salariés et enfin 11% dans les entreprises de 5 000 à 10 000 salariés. Toujours sur le panel des entreprises, sur la droite, vous voyez la répartition par nombre d'entités. Alors, on entend par nombre d'entités, nombre de sociétés qui sont éligibles au BSI qui a été diffusé dans l'entreprise. Donc, ça peut être pour 54% une seule entité, donc une seule entreprise, mais on a très souvent des BSI qui vont être diffusés dans des groupes. Vous voyez que 36% des BSI diffusés concernent entre 2 et 10 entités du groupe, et 10% plus de 10 entités dans le groupe. Donc on peut adresser des groupes de sociétés très importants. Si on en vient maintenant au panel des collaborateurs, panel des salariés, sur la slide suivante, d'abord la répartition par genre, 65% d'hommes et 35% de femmes, la répartition par statut, 64% de non-cadres et 36% de cadres. Tous ces gens travaillent en moyenne à 93%, vous l'avez sur la droite, à temps plein, 7% travaillent à temps partiel. Et au milieu, vous avez des éléments sur l'éligibilité et les salariés qui sont généralement exclus du BSI. On y reviendra peut-être en fin de présentation en parlant avec Agnès et Jérémy. Les critères d'éligibilité, donc qui dans l'entreprise est généralement éligible au BSI, les gens qui sont en CDI, en CDD, en alternance, apprentissage et professionnalisation. Pour ce qui concerne le temps de présence dans l'entreprise, 65% des BSI sont réalisés sur une année pleine. Ça veut dire que dans la plupart des cas, les entreprises choisissent de ne pas diffuser le BSI aux collaborateurs qui n'ont pas une année pleine de data. Néanmoins,
dans 35% des cas, il y a quand même un BSI diffusé aux collaborateurs qui n'ont pas une année pleine de data et qui sont bien entendu encore présents à la date de parution. Les salariés qui sont généralement hors scope, pour plusieurs raisons qu'on pourra évoquer, notamment sur les salariés en mobilité internationale avec Agnès, qui connaît très bien le sujet. Alors les salariés hors scope, d'abord le COMEX et les mandataires sociaux le plus souvent, les salariés en mobilité internationale, donc on entend par là les impatriés, les expatriés, les détachés, les stagiaires, les personnes qui sont en longue maladie, soit au-delà de 31, soit au-delà de 90 jours, et les personnes qui sont en suspension de contrat. Toujours sur le panel des salariés, ce que l'on s'est attaché à regarder, c'est l'ancienneté médiane par secteur d'activité. Donc, ce que l'on constate globalement, c'est que l'ancienneté médiane, tout secteur d'activité confondu, toute entreprise confondue, est de 10 ans. Et vous voyez sur le graphique, alors sur le graphique, vous avez les lignes qui correspondent au secteur d'activité que vous aviez dans le panel entreprise. Un point, c'est une entreprise. Et on les a classés par ordre décroissant d'ancienneté médiane. Donc c'est dans l'industrie que l'on constate, dans notre panel, l'ancienneté médiane la plus importante, suivie par le BTP, l'immobilier, la banque, conseil et assurance, la grande distribution, et dans le bas du tableau, transport logistique, services, culture et loisirs, et luxe et cosmétiques. On en a fini avec le panel, on va passer maintenant aux aspects de forme, puis ensuite on viendra sur les aspects de fond. Quels sont les supports qui ont été diffusés cette année, quelles sont les nouveautés en termes de forme qui concernent les BSI de l'année 2021 sur la data 2020. D'abord sur les supports. La répartition des supports, donc vous voyez que d'année en année, évidemment, le IBSI, donc qui est la version full web du BSI, monte en puissance. Cette année, c'est 27% des projets que nous avons réalisés. Donc c'est de plus en plus important et c'est le sens de l'histoire. 28% de format PDF, on y viendra sur le PDF, il y a deux possibilités, plus ou moins interactifs. Le PDF, c'est la première marche avant de passer au full web, full digital. Donc 28% de nos clients choisissent un BSI au format PDF. Et on verra comment il est, à quel endroit est-ce qu'il est diffusé aux collaborateurs, par quels moyens il est diffusé aux collaborateurs. Et tout de même, toujours 45% des BSI qui sont diffusés au format papier, pour des raisons qui sont des raisons soit d'accessibilité à l'informatique, mais on a des solutions pour ça, mais surtout pour des questions d'habitude, de culture, de valeur de l'entreprise, d'avoir un format qui soit toujours un format papier, qui puisse être manipulé par les collaborateurs. 93% de nos clients réalisent le BSI tous les ans. Et il y a un fait qui est relativement marquant et on y reviendra plusieurs fois dans cette présentation, c'est les supports mixtes, ce qu'on appelle le multi-support. 37% des BSI sont aujourd'hui livrés sur des supports mixtes. Alors, support mixte, ça veut dire web plus PDF, PDF plus papier, web plus PDF plus papier, etc. Donc, il y a une tendance très marquée au fur et à mesure des années à la montée en puissance du multi-support sur les bilans sociaux individuels. 57% des entreprises, et c'est très bien, et c'est pas encore assez, réalisent une communication de lancement au moment du BSI. Alors, je dis c'est pas assez, 57% de nos clients font appel à nous pour réaliser cette communication de lancement. On présume que la quasi-totalité des BSI sont annoncés préalablement aux collaborateurs via une communication de lancement pour faire un peu de teasing avant la diffusion du support. Et quels sont les moyens qui sont utilisés pour faire cette communication de lancement? Alors étonnamment, d'abord des bandeaux web et des, on va dire des bannières sur les télévisions de l'entreprise à 43%. Aussi assez étonnamment, toujours 31% d'affiches qui sont mises dans les entreprises, et ce indépendamment du télétravail, de la crise sanitaire. On a toujours entre guillemets de la PLV sur le lieu de l'entreprise, que ce soit web, TV ou affiches. Des emailing et d'autres supports type vidéo, guide ou SMS. On va maintenant faire un focus sur chacun des supports qui
que sont le IBSI, le PDF et le papier. Pour ce qui concerne le IBSI, alors il y a plein d'informations sur cette slide-là, on va les prendre les unes après les autres. D'abord, le nombre d'écrans. En majorité, grande majorité, vous voyez 63% des cas, les BSI web, donc IBSI, comportent 5 écrans. Pour la simple et bonne raison que trop d'informations tue l'information. Un site web ne se lit pas du tout de la même manière qu'un document en papier. Donc nos clients font plutôt le choix d'une communication synthétique avec un nombre de 5, parfois 6 écrans. Mais il peut y avoir moins, vous voyez, 5% de 4 écrans et 10% de 8 à 10 écrans. 8 à 10 écrans, on est généralement sur des pages qui sont assez restreintes, où on a décidé de segmenter l'information thème par thème pour la subdiviser au sein d'écrans différents, mais pour autant, les pages sont rarement très chargées. Un point important aussi, c'est les modes de connexion. Petit à petit, au fur et à mesure des années, on a vu la connexion SSO monter en puissance. La connexion SSO, c'est je me logue le matin à mon ordinateur de bureau, je saisis mon login et mon mot de passe, et ensuite j'ai accès à tout un tas d'informations de logiciels différents qui me permettent de ne pas ressaisir de login et de mot de passe. C'est ce qu'on met en place dans 74% des cas, si tant est que l'entreprise elle-même soit équipée d'un système de SSO et qui est beaucoup plus, qui procure une expérience utilisateur beaucoup plus efficace. L'accessibilité au IBSI est beaucoup plus simple. Donc on préconise ça lorsque c'est possible. Néanmoins, lorsque c'est impossible pour des questions d'inexistence de connexion SSO dans l'entreprise ou de praticité, on choisit l'activation de compte dans 26% des cas, qui consiste à envoyer un email au collaborateur, lui demander un certain nombre de questions qui sont des questions relatives à la sécurité, de lui envoyer un token sur sa boîte mail, un token qui a une durée de validité limitée, sur lequel il va cliquer et ensuite il va pouvoir se créer son compte, son mot de passe pour accéder à son BSI. Donc dans 26% des cas. Ça reste toutefois très fluide comme moyen d'accès au IBSI. Ce fameux IBSI, il est accompagné d'options complémentaires assez souvent. Dans 47%, le PDF normé. Alors, on n'a pas trouvé mieux que normé, ce n'est pas forcément très explicite comme terme. Un PDF normé, c'est la possibilité, lorsque l'on se logue sur son IBSI, d'avoir de manière systématique une synthèse PDF, mais d'avoir dans certains cas un PDF dit normé, c'est-à-dire un nombre de pages défini, un format de pages défini. Par exemple, un A4, 4 pages, un A5, 6 pages, ce qui permet de pouvoir le télécharger, l'imprimer plus aisément que des screenshots des écrans. Donc nos clients ont choisi de mettre en place, dans 47% des cas, ce PDF normé associé au IBSI. Un point important aussi, et qui va dans le sens de l'histoire, c'est la version mobile dédiée. Donc le IBSI est systématiquement lisible sur smartphone, sur tablette, sans problème. La question est de savoir si on en fait une version mobile dédiée avec des contenus et une forme qui soit fondamentalement différente de la version qui est disponible sur PC ou sur tablette. Donc vous voyez que dans 37% des cas, nos clients ont choisi cette solution en plus du IBSI. Et juste en face, vous voyez qu'un quart des connexions aujourd'hui du IBSI se font tout de même sur smartphone, qu'il y ait ou non une version mobile dédiée. Donc le smartphone, évidemment, monte en puissance et c'est normal. Des accès RH ou des accès manager dans 26% des cas, qui permettent au RH ou au manager d'avoir accès à des outils de pilotage ou des outils d'information sur la rémunération de leur équipe, du périmètre qui leur est dédié, des données moyennes, des données médianes relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des collaborateurs. C'est une page supplémentaire sur le IBSI du RH ou du manager qui est éligible à cette information. Des enquêtes de satisfaction, on préconise toujours que la mise en place d'un IBSI soit suivie, d'ailleurs d'un BSI, peu importe le support, soit suivie d'une enquête de satisfaction, de telle manière à pouvoir, recueillir évidemment l'avis des collaborateurs, mais aussi permettre de faire évoluer le support dans le temps, et rien de mieux que l'avis des collaborateurs sur le contenu et sur la forme pour avoir des pistes d'évolution dans les années futures. Sur la droite, 53% des IBSI, on revient sur le sujet du multi-support. 53% aujourd'hui des IBSI sont multi-support avec une version web qui génère un PDF qui parfois est imprimé pour une fraction de la population et diffusé
par la poste ou remis en main propre par le manager ou le RH pour des questions en général de manque d'accès à l'informatique ou d'inexistence de boîte mail de certains collaborateurs dans l'entreprise. C'est ce que l'on rencontre assez fréquemment dans le monde de l'industrie, par exemple, où les gens sont pour une partie sur des chaînes de production et qui n'ont pas forcément accès à un PC et une adresse mail professionnelle. Donc 53% de multisupport, et on va de plus en plus vers cette tendance d'un BSI qui n'est pas seulement disponible sur un support unique, mais sur plusieurs, pour permettre un accès plus large à l'information à toutes les populations dans l'entreprise, qu'elles soient connectées ou non. Petite nouveauté en bas à droite, on a développé une console d'administration pour nos clients, pour les IBSI, qui leur permettent de faire un certain nombre d'actions sur le BSI, de mise à jour, de notification aux collaborateurs. Sur la slide suivante, qui concerne maintenant, on en a fini pour le IBSI, les BSI au format PDF. Qu'est-ce que l'on voit? On voit sur deux choses. Déjà, un BSI en PDF qui est plutôt interactif dans 68% des cas, et un BSI qui est au format statique dans 32% des cas. Le BSI au format interactif, 68% des cas, c'est vraiment le premier pas vers le full web, où on va pouvoir avoir des BSI avec des pop-up, des menus accordéon, des lightbox, donc une interactivité, parfois des vidéos. Vous voyez sur la droite des éditos vidéo dans 21% des cas des BSI au format PDF, donc c'est important. Donc petit à petit, le BSI en PDF passe d'un statique à un interactif, et à un moment ou à un autre, l'entreprise bascule sur un format web. Sur le nombre de pages, alors vous voyez qu'il n'y a pas de grande tendance qui se démarque. 35% de BSI au format PDF de moins de 4 pages, de 4 pages ou moins, 29% entre 5 et 7 pages, et 29% aussi entre 8 et 10 pages. Donc pas de tendance forte sur le nombre de pages. En revanche, au-delà de 10 pages, ça chute. Évidemment, on a plutôt tendance à condenser l'information et à aller à l'essentiel. Excusez-moi. Ça concernait les BSI au format interactif. Pour ce qui est du statique, en revanche, il y a une tendance qui se démarque sur du 5, 7 pages, 8, 10 pages, 39%, 37%, qui n'est pas valable pour la partie interactive. Si maintenant on s'attache à regarder sur ce BSI au format PDF les modes de diffusion, alors dans 100% des cas, évidemment, le PDF est livré sur un support ou un espace sécurisé. Dans 54% des cas, les entreprises vont évidemment choisir, si elles sont équipées, de le diffuser sur le coffre-fort numérique. Alors, on fait un petit peu de pub pour les éditeurs de coffre-fort. 80% chez PeopleDoc, 10% chez Digipost, qui est d'ailleurs assez étonnant comme écart, et 10% sur d'autres solutions. Mais néanmoins, en majorité, le BSI au format PDF a vraiment du sens quand l'entreprise est équipée d'un coffre-fort numérique. 31% de nos clients ont aussi mis en place un outil interne sécurisé, l'équivalent du coffre-fort numérique, pas forcément chez un opérateur de la place, mais qu'ils ont pu développer en interne. Donc on va pousser ces PDF dans 31% des cas sur cet outil qui est disponible dans l'entreprise. Et enfin, pour ceux qui ne seraient ni équipés de coffre-fort numérique, ni équipés d'outils en interne, on a développé une solution de portail, CSI Saint-Honoré, qui permet, dans 15% des cas, à nos clients de pouvoir donner accès à leurs collaborateurs à une plateforme de téléchargement du BSI au format PDF. On reboucle sur le sujet du IBSI sur les modes de connexion. Alors là, avec un écart plus important, il y a moins de connexions SSO et plus d'activation de compte, contrairement au IBSI. 67% de connexions en activation de compte et 33% en connexion SSO. Donc on a un peu inversé la vapeur sur les modes de connexion de la plateforme. Et enfin, le dernier support, c'est le BSI au format papier, en grande majorité au format A5, dans 77% des cas. Et en réalité, A5, 6 ou 8 pages. Vous voyez le nombre de pages à côté. 41% de 6 pages, 33% de 8 pages. Donc aujourd'hui, il y a une vraie
une vraie appétence de nos clients pour le format A5, qui est un joli format brochure de 6 ou 8 pages. Néanmoins, il reste des formats A4 pour 20% des cas et des formats A3 pour 3% des cas, c'est très marginal. Quelque chose qui reste assez étonnant dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons connue, c'est le mode de diffusion des BSI au format papier. On s'attendait à avoir 100% de dépôt poste, ou quasiment 100% de dépôt poste, c'est-à-dire envoi postal du BSI au domicile des collaborateurs. Mais pour autant, il y a encore 28% des entreprises qui ont choisi de se faire livrer les BSI sur site pour les remettre en main propre aux collaborateurs. Donc finalement, on s'attendait à... On a été assez surpris par ces chiffres-là. 26% de ces BSI papier, on revient toujours sur le sujet du multisupport, vous le voyez, disposent d'un format PDF en complément du papier. Alors ce format PDF en complément du papier, il est, dans la grande majorité des cas, fait pour permettre à la RH de disposer d'une archive du BSI papier qui a été diffusé aux collaborateurs. Et 15% des entreprises, toujours sur le multisupport, décident d'avoir à la fois une version papier et une version en PDF interactif. Alors, soit pour toute la population, tout le monde a la version papier, la version en PDF interactif, le plus souvent sur le coffre ou sur un portail, comme on l'a vu, soit le papier pour certains, le PDF interactif pour d'autres, en fonction de l'accessibilité ou non au coffre-fort numérique, parce que le coffre-fort numérique peut être mis en place dans l'entreprise, mais pas forcément accepté par tous les collaborateurs. Donc on a aussi cette notion de multisupport sur le papier. J'en ai fini pour les aspects de forme et on va maintenant rentrer dans le contenu des BSI de cette année. Quels sont les éléments de rémunération, d'avantages sociaux que l'on peut constater cette année? La première des choses, alors quand je rencontre des entreprises qui souhaitent mettre en place un BSI, j'ai une petite formule qui consiste toujours à dire qu'il y avait une bonne recette de cuisine pour faire un BSI. Et en tout cas, un certain nombre d'items et une succession d'informations qui vont amener le collaborateur à avoir une visibilité globale sur son package de rémunération. Et en général, bien sûr, on commence par un édito, on n'y revient pas là sur le fond, un édito soit vidéo, soit écrit en fonction du support du BSI, est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est du web, du PDF, etc. Et ensuite, très souvent, on a la situation du collaborateur sur un ou plusieurs items. Alors, dans la grande majorité des cas, vous voyez 79%, on va donner au collaborateur un récap enfin, on va lui redonner sa fonction et son emploi, même si on se doute qu'il la connaît. Néanmoins, ça figure quasiment toujours sur les BSI. Ensuite, le temps de travail, dans 72% des cas. Donc, le temps de travail, c'est est-ce que le collaborateur travaille à temps plein ou est-ce qu'il travaille à temps partiel? L'ancienneté, dans 63% des cas, rappelez-vous, sur le panel, on avait une ancienneté médiane de 10 ans sur l'ensemble des secteurs d'activité. Le statut et la classe dans 56% des cas. Le télétravail, alors évidemment, ce n'était pas un item à 45% dans les années précédentes. Vous vous doutez qu'avec ce qu'on a vécu, l'item télétravail figure de plus en plus sur les BSI. Et en général, ce qu'on retrouve comme information derrière les 45% de télétravail, c'est combien de jours, moi, collaborateur, est-ce que j'ai eu de télétravail par semaine ou par mois. Ça dépend un peu de l'accord de télétravail. Mais en général, on est plutôt sur le nombre de jours de télétravail par semaine. La classification et le coefficient, de manière plus marginale, le site ou l'entité de rattachement, le changement de situation. Donc le changement de situation, c'est quoi? C'est on fait figurer dans le BSI une mobilité qu'aurait pu avoir le collaborateur au cours de l'année ou un changement de poste, par exemple. Et puis le type de contrat. Est-ce que je suis en CDI, en CDD, en apprentissage, etc. Donc voilà pour ce qui concerne la situation du collaborateur. Et maintenant, on va rentrer dans des items plus techniques. Alors d'abord la rémunération. On va s'attacher à regarder la répartition de cette rémunération. On fera un zoom ensuite sur la rémunération fixe et la rémunération variable. Et ensuite, on rentrera dans les différents avantages sociaux. Un point sur la droite, vous voyez 23% des BSI abordent le sujet du prélèvement à la source, à une relative stabilité par rapport à ce qu'on constate, ce qu'on constatait l'année dernière. Si on regarde maintenant les graphiques que l'on vous présente sur cette slide-là,
D'abord, la répartition entre ce qu'on appelle la rémunération directe et la rémunération indirecte. Donc sur le panel constaté de plus de 1 million de collaborateurs, quelle est la répartition pour l'ensemble de ces collaborateurs entre la part de la rémunération directe et la part de la rémunération indirecte? Donc vous voyez que c'est 89% de REM direct, 11% de rémunération indirecte. Qu'est-ce que c'est que la rémunération directe? Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est écrit en tout petit. La rémunération directe, c'est le fixe et le... Bon, on considère que c'est le fixe et le variable. Et la rémunération indirecte, c'est tout le reste. Donc voilà, 89%, 11%. Si maintenant, on fait un zoom sur la part des 89% pour regarder de REM direct, pour regarder comment elle se compose. Et vous voyez, c'est de la même manière, sur les 1 million de collaborateurs du panel, comment, dans des grandes masses, comment se répartit la rémunération directe entre le fixe et le variable. Vous voyez que c'est 90% de rémunération fixe et 10% de rémunération variable. Alors évidemment, tout le monde n'est pas éligible à un variable, aussi, raison pour laquelle aussi on a ce 90-10. Et on est là sur la rémunération variable perçue par le collaborateur, hein, pas par exemple le bonus cible, c'est le perçu. Sur la composition maintenant, on va faire un focus sur ces deux items que sont le fixe et le variable. Sur la composition de la rémunération fixe, on s'est attaché à regarder quelles étaient les grandes masses qui composaient cette rémunération. Donc sans surprise, le salaire de base pèse pour 94% dans la rémunération fixe. On trouve ensuite les primes liées aux conditions de travail pour 2% et le 13e mois pour 2%. Suivi des primes de vacances et des primes d'ancienneté qui sont respectivement à 1% chacune. Et toujours sur le fixe, un graphique sur lequel, enfin une slide sur laquelle vous allez retrouver les médianes de rémunération fixe des cadres et des non-cadres par secteur d'activité. Donc vous nous en excuserez, arbitrairement on a classé par ordre décroissant sur les cadres. Qu'est-ce que l'on constate sur ce graphique? Que c'est dans le luxe et les cosmétiques que la médiane de rémunération fixe des cadres est la plus élevée, mais c'est aussi le cas pour les non-cadres. Et 59 500 € chez les cadres et 37 821 € chez les non-cadres. Suivi par l'industrie, même chose sur les cadres et les non-cadres, 58 017 et 32 244. Et si on va tout en bas du tableau, la médiane la plus basse, à la fois pour les cadres et les non-cadres, on la retrouve dans le secteur des services, de la culture et des loisirs. 40 366 et 23 664. Et entre les deux, on trouve les autres secteurs d'activité, que sont la grande distribution, le BTP, l'immobilier, banque, conseil et assurance, et transport et logistique. Voilà pour ce qui concerne les rémunérations fixes médianes des cadres et des non-cadres. Toujours sur le fixe. Un point intéressant, c'est l'évolution de la rémunération. Alors, ce n'est pas forcément ce que les entreprises mettent au premier jour, dans la première édition de leur BSI. En revanche, il y a une demande très forte des collaborateurs d'avoir de la visibilité sur l'évolution de leur rémunération au cours du temps. Et le plus souvent, cette évolution de la rémunération, elle est exprimée sur le salaire fixe, pour éviter d'avoir à comparer des années sur du variable ou sur, par exemple, de l'épargne salariale, qui serait très fluctuante d'une année sur l'autre. Sur la rémunération fixe, on peut afficher des chiffres sans problème. Alors évidemment, quand il n'y a pas eu d'augmentation, on ne va pas mettre le doigt dessus, mais quand il y en a une et qu'il y a une évolution de la rémunération, c'est important de le porter à la connaissance des collaborateurs pour qu'ils aient de la visibilité dans la durée. Et vous voyez que 46% des entreprises ont choisi d'afficher l'évolution de la rémunération sur 2 ans dans 35% des cas, sur 3 ans dans 32% des cas et sur 1 an dans 33% des cas. Et une question qu'on va se poser au moment où on va afficher ce graphique, c'est souvent un graphique d'évolution de la rémunération fixe, c'est quelle va être la base de calcul, enfin quelle va être la rémunération que l'on va afficher. Est-ce que c'est la rémunération réellement perçue ou est-ce que c'est la rémunération théorique? Et vous voyez sur le graphique de droite qu'au sein de nos clients, leur cœur balance parfois, puisqu'on a 58% de cette évolution qui est calculée sur le perçu et 42% sur la rémunération théorique.
Donc on n'est pas toujours sur la rémunération réellement perçue par le collaborateur. Voilà pour ce qui est de la rémunération fixe. Si maintenant on passe à l'item de la rémunération variable, on va faire le même exercice de composition de la rémunération variable. Déjà, on enfonce un peu une porte ouverte, mais 95% des entreprises ont communiqué sur la rémunération variable. Bien évidemment, auprès des collaborateurs qui y sont éligibles, c'est le principe du BSI, on affiche l'information on affiche l'information personnalisée pour chacun des collaborateurs. Donc j'ai dans mon BSI uniquement les infos qui me concernent. Si je n'ai pas de rémunération variable, je n'ai effectivement pas l'item rémunération variable. Et comment se compose au sein de notre panel cette rémunération variable, ou en tout cas qu'est-ce qu'on constate? Qu'à 40%, la REM variable, ce sont les primes liées à la performance. Donc qu'est-ce que c'est que les primes liées à la performance? Ce sont tout ce qui sont les commissions, les primes sur objectifs, les primes de productivité, les bonus, etc. Suivi des autres primes. Alors, les autres primes, qu'est-ce que c'est? C'est entre guillemets, excusez-moi l'expression, la case un peu fourre-tout pour y loger tout un tas de petites primes que l'entreprise peut verser aux collaborateurs, mais qu'elle n'a pas forcément envie de détailler de manière exhaustive, mais qui, mise bout à bout, représente un montant certain qui doit être valorisé dans les BSI. Elles sont assez souvent liées au secteur d'activité de l'entreprise. Donc c'est 28% de la rémunération variable que nous constatons sur le panel. Les primes liées au temps de travail, les heures supplémentaires, les primes d'astreinte. Donc les primes liées au temps de travail, il y a toujours un débat avec nos clients pour savoir si ça relève du fixe ou du variable. On a choisi de le loger dans la rémunération variable, heures sup, primes d'astreinte par exemple. Et enfin les primes exceptionnelles pour 12%. Voilà pour ce qui concerne la partie, on va dire, rémunération directe, fixe et variable. On va maintenant passer à la partie dite benefits, donc épargne salariale, protection sociale, retraite. Et on va commencer par l'épargne salariale. Alors, là, j'ai besoin d'une anti-sèche pour vous faire le détail de cette slide. Donc déjà, les médianes. Donc la médiane de l'intéressement que nous constatons cette année pour le panel. Donc je rappelle qu'on est sur des datas de l'année, des BSI diffusés en 2021, sur des datas 2020, et que donc là on parle de l'intéressement et de la participation versée en 2020 au titre de l'exercice antérieur, donc au titre des résultats de l'exercice antérieur, donc 2019. Et les médianes que l'on constate d'intéressement 2118 €, de participation 1868 €, donc ça reste des montants qui sont significatifs. Les médianes sur l'abondement sur le PE, le PEG 858 et sur le PERCO 838 €. Et ensuite, si on regarde le nuage de points, donc le graphique que vous avez là, donc je rappelle qu'un point, c'est une entreprise, le plus souvent. Il peut arriver de temps en temps qu'on ait des points qui se superposent pour des entreprises qui auraient la même médiane ou le même montant. Mais en général, c'est un point, une entreprise, et vous voyez la légende sur le côté, une couleur égale un secteur d'activité. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ce graphique? D'abord, c'est que vous voyez en bas la ligne qui est à 0 € sur la participation. Il y a beaucoup d'entreprises en 2020, au titre des résultats de l'exercice 2019, qui n'ont pas versé de participation. Beaucoup de points sur la ligne, beaucoup de points sur la ligne en bas. Ça laisse quand même présager des résultats financiers assez médiocres dans les entreprises. Néanmoins, on en a fait le calcul, il y a 17 entreprises qui n'ont pas versé de participation, qui ont versé de l'intéressement. Donc ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est que les entreprises ont modifié les accords d'intéressement ou étoffé les accords d'intéressement pour y ajouter des critères extra-financiers et par exemple la RSE. Et ça veut dire en fond quand même qu'il y a une vraie volonté des entreprises, bien qu'elles n'aient pas versé de participation, à fidéliser leurs collaborateurs via l'intéressement. Donc même si la participation est moins élevée, l'intéressement reste élevé dans un objectif de rétention, d'attractivité, de rétention et de fidélisation des collaborateurs.
Les couleurs sont assez éclatées, donc il n'y a pas trop d'enseignements à tirer sur les secteurs d'activité, à l'exception peut-être d'un, qui est le transport et la logistique, qui est moins 10 ans, qui se démarque comme étant moins 10 ans par rapport aux autres secteurs. Vous voyez que c'est les points qui sont des points vert clair, qui sont dans la plupart des cas inférieurs à la médiane sur les 2 items. Mais même dans tous les cas sur les 2 items. Donc voilà ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce graphique et retenez les médianes d'intéressement à 2 118 € et de participation à 1 868 €. Sur la protection sociale maintenant, santé et prévoyance. Donc autre graphique, autre nuage de points, toujours un point égale une entreprise et une couleur égale un secteur d'activité. Donc on va s'attacher, donc on parle là uniquement de la part de prise en charge employeur sur la santé et la prévoyance par secteur d'activité. On n'a pas regardé la part des salariés, mais par défaut, vous la trouvez par soustraction. Donc le pourcentage médian de prise en charge par l'employeur de la mutuelle est de 60%, donc 40% côté collaborateur. Et le pourcentage médian de prise en charge par l'employeur du régime de prévoyance est de 71%. Donc il n'y a pas de grande surprise sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on constate dans le nuage de points? Il n'y a pas de grande tendance dans un secteur d'activité à financer les régimes plus que dans un autre. Vous voyez que les couleurs sont assez éclatées sur le graphique. Il y a quand même un point qu'on veut porter à votre connaissance, c'est le point orange qui est tout en haut à droite, qui est en fait 2 points superposés l'un sur l'autre. Il y a 2 entreprises dans le panel qui financent à 100% la mutuelle et la prévoyance pour l'ensemble des collaborateurs, qui est un fait un peu notable. Sur la droite, j'aurais pu commencer par là. La protection sociale, c'est évidemment un item qui est, dans la grande majorité des cas, abordé dans tous les BSI. La mutuelle, dans 91% des BSI, la prévoyance, dans 87% des BSI. Et fait aussi assez important, 31% des entreprises communiquent sur le 100% santé cette année dans leur BSI auprès de leurs collaborateurs. Voilà pour ce qui est de la santé et la prévoyance. On va passer maintenant à la partie sur la retraite. Donc sans grande surprise, de la même manière que la santé et la prévoyance, la retraite est abordée dans une très grande majorité des BSI. Vous voyez, 83% des sociétés informent sur la retraite, dont 85% sur la retraite de base, 73% sur la retraite complémentaire Agirc-Arrco et 66% sur la retraite supplémentaire. Alors, on a revérifié les chiffres parce que c'était assez surprenant, ce décalage entre le 85% de com sur la retraite de base et 73% sur la retraite complémentaire. Pourquoi est-ce que les entreprises ont choisi de communiquer plus sur la retraite de base que sur la retraite complémentaire? On n'a pas vraiment d'explication, mais effectivement, le chiffre a été vérifié plusieurs fois et c'est bien le cas. En revanche, sur les 66%, on peut imaginer que les entreprises ont aussi pas vraiment, pour certains, donné de détails, d'éclatement entre base et complémentaire et ont communiqué assez largement sur la retraite. Sur la retraite supplémentaire, 66%, en revanche, ce n'est pas du tout étonnant. Toutes les entreprises n'ont pas mis en place. Alors, la retraite supplémentaire, on parle là essentiellement et toujours d'article 83. Toutes ne sont pas équipées, donc c'est moins étonnant. Le pourcentage de la part employeur sur la retraite que l'on constate sur ces 3 items, vous voyez sur la droite de la slide, c'est 70% de prise en charge employeur sur la retraite de base, 61% sur la retraite complémentaire et 78% sur la retraite supplémentaire. Les 78% sont assez notables, mais probablement pas vraiment étonnants. La retraite supplémentaire est majoritairement financée par l'entreprise. Voilà pour ce qui concerne la retraite. Et on va passer à la com sur les congés, puisque ça reste quand même un item très important dans les BSI. Alors on va plus ou moins dans le détail, mais 40% des entreprises quand même mettent en lumière les congés. Et très souvent, une majorité vont valoriser ces congés de manière individuelle pour chaque collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien j'ai de jours de solde, de jours de solde sur mon CET, combien est-ce que j'ai pris de jours de congés payés, de RTT, etc. Donc vous voyez les items, sont les items assez classiques relatifs aux congés.
le compte épargne-temps, les congés payés. Alors si tant est qu'on considère que les comptes épargne-temps est un congé, mais finalement c'est le réceptacle, on va dire, des jours non pris. Les congés payés, les RTT, les congés d'ancienneté, les congés supplémentaires, les congés pour événements familiaux et de dons de jours, les congés de fractionnement, les congés maternité-paternité et les congés liés à l'âge. Donc c'est un sujet qui est largement abordé et abordé relativement dans le détail dans les BSI, ce qui n'est pas toujours forcément chose aisée pour nos clients en termes de requêtes et de fiabilisation de l'information. Sur la formation, qui aussi est un item qui peut être compliqué à requêter, à fiabiliser, souvent géré dans des bases de données à part, indépendamment du SIRH ou du système de paye, mais néanmoins un item très important dans les BSI et qui l'a été particulièrement cette année pendant la crise sanitaire. 78% des entreprises ont communiqué sur la formation, soit via des données individuelles, soit via des données collectives, on va y revenir. Parfois les deux, et le plus souvent les deux. Un chiffre important, c'est la moyenne que vous avez à 3,15% sur la gauche. C'est la moyenne de la masse salariale consacrée à la formation. Donc c'est l'effort, c'est l'investissement de l'entreprise en formation en moyenne sur notre panel. Sur la partie droite, sur les données individuelles, vous voyez qu'assez souvent on rentre dans un niveau de détail très fin et ça, entre guillemets, ça ne va pas aller en s'améliorant compte tenu du bilan à 6 ans. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'exercice. Le bilan à 6 ans est maintenant obligatoire en France pour les salariés qui ont 6 ans d'ancienneté. Et il requiert un certain nombre d'informations à porter à la connaissance du collaborateur, l'évolution, les formations qu'ont suivi les collaborateurs au cours des 6 dernières années, etc. Donc évidemment, petit à petit, le BSI va aussi être le réceptacle de ces informations nécessaires au bilan à 6 ans. On commence à voir apparaître la problématique dans les BSI. On a par ailleurs travaillé sur un bilan à 6 ans qui est vraiment à part du BSI, mais il va y avoir une tendance à la convergence de ces informations sur un même support que sera probablement le BSI. Dans 47% des cas, les clients ont souhaité détailler le nombre d'heures ou de jours de formation suivis par le collaborateur au cours de l'année. Dans 35% des cas, on va afficher la liste des formations avec les intitulés de formation et dans 33% des cas, le nombre de formations réalisées. Donc là, on est plutôt sur un chiffre macro par collaborateur. Ces données individuelles, elles sont souvent mises en parallèle de données collectives. Donc évidemment, les entreprises vont assez souvent publier dans le BSI le budget annuel alloué à la formation, vous voyez, dans 31% des cas. Et c'est de là qu'on sort nos 3,15% de masse salariale consacrée à la formation. On va afficher le nombre de salariés qui ont suivi une formation dans l'entreprise dans 24% des cas. Donc X salariés de l'entreprise au global ont suivi une formation dans l'année. Et le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation, donc là, oui, c'est là que l'on tire notre 3,15%. Donc, item important, la formation, et c'est vrai que les entreprises ont fait beaucoup de formations, ont beaucoup communiqué sur le sujet, à la fois porté par le bilan à 6 ans cette année, et aussi dans le cadre de la crise sanitaire, où il y a eu beaucoup de formations à distance faites par les collaborateurs. Un item dont je sais que vous êtes tous friands, le véhicule de fonction. C'est un vrai sujet qu'on peut ben. Donc 68% des BSI parlent du véhicule de fonction, donc vous voyez que c'est un item qu'on retrouve très souvent dans les BSI. Les entreprises qui l'évoquent vont, dans 44% des cas, afficher une valorisation monétaire autour du véhicule, on le verra sur la droite, et dans 7% des cas, elles vont jusqu'à préciser la marque ou le modèle, parfois les deux, de véhicules. En tout cas, cette année, le montant médian que l'on constate relatif à l'avantage en nature du véhicule de fonction, c'est 3 327 € par an. Et le coût médian pour l'entreprise, là on l'exprime plutôt en mois, il est de 204 €. Traditionnellement, le dernier item qui est abordé dans les BSI, c'est les avantages divers, ou avantages sociaux, ou avantages complémentaires, peu importe le libellé que choisit l'entreprise dans son BSI.
55% des entreprises du panel vont mettre en avant des avantages qui concourent au bien-être des salariés. Alors ça peut être la crèche, la conciergerie, la salle de sport, etc., l'engagement sociétal. On y viendra juste après sur les items relatifs qu'on a vu apparaître dans les BSI de manière prégnante dans le cadre de la crise sanitaire. Si on fait là un focus sur les avantages plus traditionnels que l'on retrouve dans les BSI, on va avoir d'abord la restauration, dans 83% des cas. Alors ça peut être le RIE, donc le restaurant d'entreprise, le forfait repas, les tickets restaurants, les deux. Certains sont éligibles aux deux, d'autres à l'un ou à l'autre, etc. Le transport, donc on reboucle sur notre 68% de véhicules de fonction que vous voyez un peu en dessous. Donc là, les transports, c'est la prise en charge des transports publics par l'entreprise ou éventuellement des indemnités de transport qu'a le collaborateur. Dans 81% des cas, on va mettre aussi en exergue le CSE et les actions du CSE. 70% des cas, l'action logement. Les collaborateurs ne savent pas forcément ce que c'est que l'action logement, comment ça fonctionne, donc on va faire la promotion de cet item puisque l'entreprise finance une partie de l'action logement et a souvent envie de le valoriser dans les BSI. Je ne reviens pas sur les véhicules de fonction, les médailles du travail, évidemment le télétravail, les remises ou les cadeaux sur les produits de l'entreprise par exemple, et les CESU dans 21% des cas. Donc ça, c'est les principaux items. Il y en a plein d'autres. On n'a pas mis les pourcentages pour l'ensemble parce que ça serait trop détaillé, trop exhaustif. Mais vous voyez sur la gauche, il y a aussi crèche, conciergerie, salle de sport, etc. Comme je le disais tout à l'heure. Sur les thématiques, on a fait un petit focus, bien que le sujet soit aujourd'hui l'international. On a quand même voulu faire et que l'observatoire de l'année dernière était centré sur cet item-là, évidemment sur la QVT compte tenu de la crise sanitaire. On a voulu quand même porter à votre connaissance quelques éléments saillants qu'on a pu constater dans les BSI cette année liés à la crise. Donc 72% des entreprises mettent en avant des actions de lutte contre la Covid-19. 43% des BSI ont mentionné le recours à l'activité partielle. Et dans ces 43%, un chiffre important, 84% des 43% ont informé sur l'application du maintien de salaire dans le cadre de l'activité partielle. Donc c'est très important. 20% des entreprises ont mis en place ou modifié un accord de télétravail. Pour le coup, rien de très étonnant compte tenu du contexte. Et la moitié des entreprises ont mis en place des actions de santé liées à la pandémie, et notamment tout ce qui est aide psychologique, campagne de vaccination, par exemple. Donc c'est des items qu'on retrouve dans 50% des cas. Rien de très étonnant, vu le contexte. Et on va en arriver maintenant à la partie sur l'international. Donc pour faire la transition, un petit focus sur le BSI à l'international cette année. On a réalisé 10% de nos projets à l'international. Donc 10% des entreprises ont effectué un BSI à l'international cette année. Vous voyez là une carte avec les pays pour lesquels on a fait et diffusé un BSI cette année, avec un zoom particulier sur l'Europe, mais néanmoins, on est présent sur tous les continents. Ces BSI, et ça c'est très logique, c'est lié à la distance géographique, sont des BSI qui sont dématérialisés, digitaux, 57% de IBSI, 43% de PDF interactifs. Il est bien évident pour tous que l'on ne va pas imprimer des BSI au format papier et les expédier à l'autre bout de la planète. Ça serait pas du tout intéressant, ni économiquement, ni d'un point de vue RSE pour l'entreprise. Donc 10% de BSI réalisés à l'international cette année. Sachez que, vous vous souvenez, au tout début, on a parlé des collaborateurs qui sont hors scope, généralement hors scope sur le BSI. On parlait des expatriés, enfin des salariés en mobilité internationale, expatriés, impatriés, détachés. On a conçu cette année un BSI spécifiquement dédié aux salariés en mobilité internationale, les expatriés pour ne pas les nommer, avec l'appui expert d'Agnès sur le sujet, parce que ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Évidemment, vous le savez, les expatriés ont une structure de rémunération fondamentalement différente, plus complexe que les locaux. Donc on a créé un support qui leur est spécifiquement dédié.
Voilà pour le focus sur le BSI à l'international. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de cette matinale, centrée sur les enjeux de la communication CNB à l'international. Et on va s'attacher à répondre avec Agnès et avec Jérémy, qui vont bien sûr se présenter, à répondre à la question des motivations des entreprises qui initient ces campagnes de communication CNB à l'international. Pourquoi le font-elles? Comment le font-elles? Et la première question que je vais poser, je vais la poser à Jérémy, qui va d'abord, évidemment, se présenter, présenter son entreprise et présenter le cadrage du projet qu'il a mis en place chez Euler Hermès, les pays, les langues, etc. Quel est le support du BSI qu'il a mis en place dans son entreprise. Et la première question que je souhaite lui poser aujourd'hui, c'est quels sont les éléments qui ont motivé justement la mise en place de ce BSI à l'international chez Euler Hermès. Jérémy, la parole est à vous depuis Singapour. Je ne l'avais pas dit avant, Jérémy est installé à Singapour. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Clémence. Pas de problème. Donc moi, je suis Jérémy. Je travaille chez Euler Hermès depuis près de 8 ans. Et je suis en charge aujourd'hui du reward performance, de la partie analytique, de la partie transformation RH pour le groupe. J'ai aussi une casquette géographique à Pâques et donc je suis basé à Singapour, ce qui explique pourquoi je ne suis pas sur le plateau aujourd'hui à cause de la situation sanitaire qui est toujours un petit peu compliquée. Alors en quelques mots peut-être, Euler Hermès. Euler Hermès, c'est le numéro 1 mondial de l'assurance crédit. Donc notre rôle à nous, c'est d'assurer le risque d'impayé, parce que c'est le premier facteur de défaillance entreprise. C'est une entreprise qui appartient au groupe Allianz, que vous connaissez peut-être un petit peu plus. Et en quelques chiffres, nous sommes à peu près 6000 collaborateurs dans le monde, répartis sur une cinquantaine de pays. Et nous avons donc eu l'occasion de lancer un BSI à l'international depuis 2 ans, sur une vingtaine de pays, en 5 langues et en version IBSI, donc en version web. Pour répondre à la question sur la motivation, c'est évidemment un concours de circonstances. La première était que on venait juste de mettre en place un nouvel EVP, un Employee Value Proposition. Pendant des années, on souffrait d'une image un peu tristoune, on va dire, des secteurs financiers et de l'assurance. Et on voulait changer un petit peu ça, renouveler un petit peu le modèle, nous donner une image un peu plus jeune, un peu plus à jour, parce que mine de rien, on ne le sait pas, on ne le dit pas assez, mais l'assurance évolue de plus en plus vers un monde de la data. Et la data, c'est de la technologie. Donc tout ça, ça bouge et il fallait rafraîchir un peu tout ça. Et on avait eu un très très grand projet de mise en place d'EVP. Et on avait beaucoup communiqué sur l'attraction, l'engagement, la rétention, tout ce qui fait un EVP. Et notamment, il y avait une partie reward qu'on n'avait jamais vraiment creusé. C'était un peu dans l'idée de faire un jour une communication là-dessus. Une deuxième raison était que chaque année, on fait une enquête d'engagement. Je pense que beaucoup d'entre vous font ça aussi. Et évidemment, chaque année, l'item qui reçoit le moins bonne note, on va dire, c'est l'item reward. Alors, soyons très clairs à la question « est-ce que je suis bien payé ou est-ce que l'entreprise rémunère à hauteur de mes compétences et de mes qualités ?» On ne s'attend jamais vraiment à ce qu'il y ait du 100% ou des super notes et c'est quelque part un peu normal que ça soit à la baisse. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on voulait travailler. On n'avait jamais vraiment lancé d'initiative là-dessus. Pas forcément transparent, c'est des sujets assez sensibles et souvent individuels, donc un peu compliqué. Et puis après, on a aussi eu un effet d'opportunité. C'est qu'on s'est retrouvé en fin d'année avec une fenêtre de temps et nous, du budget en interne, on s'est dit, attendez, est-ce que c'est pas le moment? On est en plein essor, on a un gros momentum avec l'EVP. On voulait justement tacler ce sujet de la reward and recognition, donc faisons quelque chose. Et c'est de là qu'est partie cette idée du BSI à l'international. Merci beaucoup, Jérémy. Je vais m'adresser maintenant à Agnès. Merci Agnès d'être là avec nous aujourd'hui. Et Agnès, de la même manière que Jérémy va se présenter et tu vas présenter ton parcours, ta fonction et ta mission chez S2H. Et la première question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est chez tes clients, quels sont les sujets CNB qui nécessitent le plus souvent de mettre en place des campagnes de communication? Alors, effectivement, je travaille chez CSI Saint-Honoré depuis 2014.
dans les équipes de conseil RH où je suis notamment en charge d'accompagner nos clients sur les sujets de rémunération globale et de mobilité internationale. Alors, j'ai eu l'occasion déjà avant CSI Saint-Honoré d'accompagner des entreprises sur des projets à l'international, notamment chez Dassault Systèmes, où j'ai croisé Jérémy, et où j'ai été en charge du CNB en Asie, non pas à Singapour pour ma part, mais depuis Shanghai, où j'ai été basée pendant 4 ans. Alors, chez nos clients, pour répondre à la question sur les sujets qui nécessitent le plus souvent de mettre en œuvre des campagnes de communication, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que les sujets les plus techniques qui nécessitent des campagnes de communication. Ça peut être des sujets qui s'intègrent plutôt dans un changement ou dans une transformation des processus RH et pour laquelle on attend un retour ou une action de la part du public. Alors j'ai 3 exemples en tête. Ça peut être une action évidemment de la part des collaborateurs ou des salariés. L'exemple le plus parlant, ce serait une campagne d'actionnariat salarié où on attend de la part des salariés une souscription au plan. Le deuxième exemple s'adresserait plutôt à des managers dans un contexte de transformation, Jérémy en parlait, des programmes de reward et notamment dans la mise en place de nouveaux systèmes de bonus où là les managers peuvent être formés ou en tout cas les relais de la communication sur ces programmes de transformation. Et puis le troisième exemple qu'on a souvent l'habitude de mettre en œuvre, c'est des supports de communication sur les politiques de mobilité internationale ou d'expatriation. Et là, notre relais, c'est plutôt le public des RRH, des responsables RH locaux, de façon à ce qu'ils appréhendent au mieux la construction des packages d'expatriation. Merci beaucoup Agnès. Je ne l'ai pas précisé en intro, mais vous devez avoir sur vos écrans la possibilité de poser des questions via le chat. Et on y répondra bien entendu, Agnès, Jérémy et moi, à la fin de la présentation. On a un temps prévu pour les questions-réponses. Autre question pour Jérémy. Alors, assez souvent dans les entreprises, lorsqu'on déploie un BSI à l'international, il y a un modèle qui consiste à faire un périmètre de test pour monter en puissance progressivement et faire rentrer des pays dans l'exercice au fur et à mesure des années. Et la question, puisque ça n'a pas été le cas chez Euler Hermès, pourquoi est-ce que vous avez décidé de déployer aussi massivement, concomitamment le BSI dans autant de pays en une seule fois? Alors, il y a probablement un petit peu d'inconscience là-dedans. Mais l'idée de cette nouvelle marque employeur que je décrivais était quelque chose de très important, encore une fois pour nous, qui a été approché de manière globale. D'accord, on l'a vraiment fait en mode Big Bang. On avait même une super histoire puisqu'on a fait des workshops de partout dans le monde. On a demandé au staff de nous dire ce que pour eux était l'engagement, l'onboarding, le reward, etc. On a un dessinateur qui était là. On a créé une super fresque et on avait une nouvelle identité, une nouvelle charte graphique et c'était vraiment quelque chose sur lequel on voulait capitaliser, utiliser ce momentum, d'accord? Donc on s'est pas vraiment posé la question du est-ce que ça aurait plus de sens de d'abord faire une phase test. On s'est dit non, il faut taper tout le monde en même temps et c'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée de le faire en format web parce que c'était justement plus moderne, d'accord? Évidemment. On a aussi testé l'idée auprès des RH pour savoir s'il y avait un peu d'appétit. Oui, il y avait vraiment un grand appétit. On pourra en reparler plus tard, mais sur ce genre d'exercice où on amène de la lumière sur les activités, c'est pas très difficile de convaincre les gens. Donc, on était emportés dans notre énergie, dans notre spontanéité, je dirais. Et puis, ceux qui n'avaient pas encore fini de décider s'ils voulaient le faire, dans la mesure où tout le monde autour d'eux levait la main en disant « moi je veux », en fait, tout le monde s'est mis à rentrer dans ce moule-là et on a été très excités par ce projet et c'est comme ça qu'on l'a mené. Et puis encore une fois, par rapport à l'opportunité qu'on avait devant nous, on pouvait le faire, c'était le moment, donc on ne s'est pas plus posé la question qu'autre chose. Ok, merci beaucoup. Une question pour Agnès maintenant, de votre expérience Agnès, ou de ton expérience, la communication
relative au sujet CNB, qui est un peu le pendant de la question de Jérémy au sens plus large que le BSI. Est-elle déployée dans le monde entier, worldwide, ou est-ce que le sujet est généralement, selon toi, géré en local ? Alors, un petit peu pour les mêmes raisons que Jérémy citait sur le déploiement de l'Employee Value Proposition, on observe de plus en plus une communication qui est gérée en centrale. Ça répond à une recentralisation des entreprises et puis un souhait de plus en plus fort d'harmoniser les sujets de marque employeur et de faire converger les principaux messages du Total Reward. Et puis à nouveau, un effet collatéral de la pandémie et du Covid, même si on aimerait bien ne plus en parler. On a besoin, après ces mois de travail à distance, de redonner du sens, de créer une culture commune et puis de remettre du lien entre l'entreprise et ses collaborateurs. Et ce, à un niveau global, c'est aussi une façon d'asseoir la marque employeur d'un groupe. Et alors, d'un autre côté, évidemment, en fonction des cultures et des organisations d'entreprise, cette communication, elle peut être gérée en local. Alors, c'est souvent le cas, on l'a vu sur des sujets du BSI pour des filiales françaises de groupes internationaux, où il n'est pas toujours évident de s'approprier les sujets tels que la retraite obligatoire en France. Ça peut être des sujets liés, on l'a vu il y a quelques années, liés à la mise en place du prélèvement à la source. Cette année, il y a une réforme fiscale en Chine. Il paraît évident que ces sujets-là, réglementaires, locaux, sont gérés au niveau du pays. Ok, merci beaucoup. Jérémy, de votre côté, les pays ont-ils été ou sont-ils moteurs de l'action vis-à-vis de la mise en place de ce BSI? Comment ça se passe? Est-ce que l'idée vient d'eux? Est-ce que vous avez un peu partiellement répondu à cette question en disant quand je vois que mon copain d'à côté fait, j'ai envie de faire, mais est-ce qu'ils ont été moteurs, réellement moteurs de cette action? Je dirais pas moteur, définitivement friand. Certains d'entre eux avaient initié certaines choses. Je prends l'exemple de la France qui avait déjà un BSI depuis plusieurs années parce que le BSI est très mature dans le pays. On avait par-ci par-là des initiatives parce que la RH vient du marketing, ce qui fait qu'elle avait déjà cette idée de mettre la lumière sur la fonction. Mais au-delà de ça, les components, alors avant les RH, parce que nous on a coordonné ça en plusieurs étapes, les components aussi voyaient une opportunité pour montrer un peu leur travail. Il ne faut pas oublier que ce soit component ou que ce soit sur du controlling, parce que ça peut aussi impliquer en fonction de votre structure, ça peut impliquer ces fonctions-là. Ce sont des fonctions qui ne sont pas très visibles et qui sont un peu, je ne vais pas dire vouées à rester dans la partie obscure de la RH, mais ce ne sont pas les sujets qui attirent nécessairement la lumière. On parle beaucoup du recrutement, on parle beaucoup du développement, de la formation, gestion des carrières ou même de la paye, mais c'est aussi une partie qui est super importante parce qu'elle gère la logistique, toute la tuyauterie derrière, donc elle est au moins aussi importante. Et c'est compliqué de mettre la lumière et de montrer ce qui est fait à ce niveau-là. Et ce type d'exercice aussi motivé plus qu'autre chose, puisque justement, c'était l'occasion pour eux de briller quelque part, ou en tout cas de montrer ce qu'on serait capable de faire. Et puis aussi, dans la mesure où c'était un projet groupe, il y a cette espèce de collégialité où on y va tous ensemble. Donc, on a une extra motivation qui vient naturellement parce qu'on va tous dans la même direction pour un grand projet qui est plus grand que nous. Donc, on avait beaucoup de volontariat là-dessus. Voilà, donc quand on a présenté le projet, on a eu beaucoup d'adhésion. Est-ce que ça venait d'eux initialement? Non. En même temps, si je peux préciser, je ne pense pas que ça soit un sujet où on ait beaucoup de mal à convaincre les gens, surtout ceux qui n'en ont jamais fait. Pas de mal à les convaincre parce que c'est vertueux, tout simplement. On va leur dire qu'on va montrer ce qu'on fait, ce que fait la RH, ce qu'on est capable de faire et à quel point on peut vous servir, est-ce que l'entreprise fait pour vous. Et encore une fois, c'est mettre en valeur une fonction qui ne l'est pas forcément tout le temps, et notamment sur ce sujet-là. Donc, beaucoup d'énergie. Mais le projet a été plutôt initié top-down.
Vous avez raison, c'est tout à fait ce que... Vous n'êtes pas le seul à le dire. Il y a une volonté aussi de promouvoir la fonction qui passe aussi par ces outils de communication assez souvent dans les entreprises. La promotion de la fonction RH, la promotion de la fonction CNB. Agnès, de votre côté, est-ce que vous avez affaire, alors je ne sais pas si on se tutoie, dans la vraie vie on se tutoie, mais là sur le plateau c'est compliqué, on va se tutoyer. Est-ce que tu as affaire aux différents pays ou relais RH, ou est-ce que tu travailles essentiellement avec le siège et qui décline ensuite? Comment est-ce que ça se passe dans les missions globalement à ce niveau-là? Alors, généralement, pour les raisons qu'on a citées précédemment d'harmonisation de la marque employeur à un niveau mondial, on a souvent affaire au siège et aux équipes RH en centrale, mais on a quand même de plus en plus de projets qu'on mène chez nos clients en ayant un contact direct avec un relais RH dans les filiales en local. Alors j'ai deux exemples en tête. Un premier projet de cartographie des dispositifs de rémunération à l'international pour une société dans le retail, ou pour des raisons de charge de travail, mais aussi d'accès plus facile et plus ouvert aux informations en local, la responsable CNB nous avait demandé de contacter directement les RH en Chine et au Mexique. C'est aussi l'opportunité de répondre à des questions ou de soulever des points d'incompréhension de la part des RH locaux sur certaines des orientations CNB prises par le groupe. Et puis le deuxième exemple, c'est la restitution d'une analyse de positionnement marché, des rémunérations par pays dans un secteur agroalimentaire. Et là, le client nous a demandé de monter des sessions pédagogiques, de les dérouler aux RH locaux. La raison pour laquelle le client nous avait demandé de confier ces sessions, c'est pour des raisons de mise en forme commune du message en anglais, et puis pour parler des pratiques de marché, donc d'apporter aussi un œil externe dans le cadre du projet. Merci beaucoup Agnès. Côté Jérémy maintenant, comment est-ce que c'est organisé le projet? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des relais locaux? Quelle est la répartition des tâches entre vous et vous qui êtes chef de projet sur l'aspect BSI international et vos relais dans les pays? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Oui, alors on a eu une approche globale. J'aime bien ce mot valise parce que ça veut vraiment tout dire. C'est à la fois global de mon côté, puisque le groupe va en fait définir les grands principes, ce qu'on veut voir, le minimum vital, la charte graphique, l'organisation du site. On avait 4 pans sur ce site. On avait la partie traditionnelle, mais on veut du comp, on veut du ben, on veut de la partie carrière et on veut une partie la vie dans l'entreprise. Voilà. On a modélisé tout ça, on a donné nos conseils, nos recommandations, mais à un moment, le contenu va venir du terrain, va forcément venir du HR en local. Alors nous, on est organisé en groupe région et pays. Nos experts sont dans les régions et nos RH sont dans les pays. Ce qui fait qu'à la fin, on donne le cadre au niveau global, notamment pour les compen-ben intermédiaires en région, parce que eux vont prendre le relais et vont coordonner, eux, les pays après ça. Les pays vont avoir toutes sortes d'idées qu'ils vont vouloir mettre à profit dans ce genre d'exercice. Il faudra aussi les canaliser, puisque dans ce genre d'exercice, il faut s'assurer à ce qu'il y ait une espèce d'homogénéité, de balance entre les items, parce que quand vous avez... j'en sais rien, je vais prendre l'exemple classique, mais quand vous avez 2 éléments en rémunération parce qu'on ne sait pas beaucoup creuser la tête, vous avez fixe plus variable, mais que sur la partie qu'est-ce qu'on fait à côté, tous les événements, tous les trucs un peu sympas, tous les calls qui ont été faits, tous les team building, bon, en fait, c'est super et ça existe dans l'entreprise, il faut le montrer, mais quand la balance est complètement disproportionnée, ça marche pas. Donc, on avait un peu ces garde-fous qui étaient les components, et puis aussi, ça n'est pas un sujet nécessairement... facile, notamment pour un RH qui n'est pas habitué à traiter du chiffre ou alors à traiter des informations qu'il ne traite pas d'habitude. Si du jour au lendemain, on va lui demander quel est le coût employeur pour ce type d'item, tout ça, et ben en fait, peut-être qu'il ne sait pas. Et c'est là où le compen-ben va aussi pouvoir aider, avoir une revue. Donc voilà, on s'est organisé en 3 niveaux et
Et moi, en plus de ça, je vous ai sollicité, CSI, pour me supporter dans cet exercice-là, parce que avec la multitude de pays, on est vite absorbé dans une machine à laver, hein. Ça peut aller, surtout la première année, où il faut tout expliquer et réexpliquer parce que c'est nouveau et c'est normal. Il faut prendre le temps et voilà comment on s'organise. Merci beaucoup. Et un peu le pendant côté Agnès de cette question, comment est-ce que vous gérez, vous de votre côté, les différences culturelles sur les sujets relatifs à la rémunération d'un pays à un autre? Alors, plus que de différences culturelles par pays ou par grande zone de pays, je pense qu'on constate, ou en tout cas on adapte la communication plutôt en fonction des pratiques, des cultures d'entreprise. Je m'explique, une entreprise d'origine ou à siège américain, anglo-saxon, aura moins de mal à baisser les rémunérations ou les bonus, par exemple, dans un contexte Covid, et ce, quel que soit le pays d'implantation, pas uniquement pays par pays. Alors, ceci étant dit, il faut combiner avec un certain nombre de spécificités qui sont liées à la réglementation. Je pense à la prime religieuse en Indonésie, ou bien à des obligations de primes de Nouvel An chinois. Et puis, pour des raisons culturelles, mais aussi de présence plus importante des partenaires sociaux, ou de présence, on va dire, différente des partenaires sociaux, on ne va pas forcément communiquer de façon aussi transparente dans tous les pays. Je pense notamment aux questions de transparence sur les grilles de salaire ou sur le positionnement marché. Nos clients avec un siège franco-français ont souvent plus de mal à avoir une communication très ouverte sur ce sujet-là, et c'est moins le cas dans certaines entreprises anglo-saxonnes. D'accord, merci beaucoup. Encore une question pour Jérémy. Est-ce que vous avez rencontré, on a parlé juste avant des relais locaux, de la répartition des tâches, etc., dans les différents pays, est-ce que vous avez rencontré des freins dans la mise en place du projet? Et si aujourd'hui vous aviez à apporter des conseils aux entreprises qui nous écoutent et aux personnes qui nous écoutent, quels seraient ces conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans un tel projet? La question est vaste, mais je pense que plusieurs se la posent. Mais il y a matière. Mais il y a matière dans cette question, parce que je ne dirais pas qu'il y a forcément eu des freins. Par contre, il y a beaucoup de choses quand même à savoir et à anticiper. Vraiment plusieurs choses. La première pour moi, c'est de ne pas sous-estimer la première année, la mise en place du plan, notamment si vous avez vraiment des RH qui n'ont vraiment jamais fait ça dans leur passé. Je vais vous prendre notre exemple à nous. On a décidé de se lancer dans le sujet fin décembre. Et après, il y a plusieurs écoles de pensée sur quand doit sortir le BSI. Nous, on fait partie de cette école où ça doit être fait après la période des bonus pour que ça soit relativement frais par rapport à l'année d'avant. Et puis, voilà, ça termine en fait le cycle de fin d'année. Donc, ça nous amène vers avril-mai. Donc, ça voulait dire que pour une première itération, on s'était fixé 5 mois et franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur à plein de niveaux. Pour être totalement transparent avec vous, la première année, on a dû couper les communications en région parce que les régions avançaient à un rythme différent et on voulait pas pénaliser les régions qui avaient tenu leur délai, mais certains peinaient un petit peu plus. Donc on a pris la décision assez rapidement de couper par région, ce qui fait qu'il y en a qui ont communiqué comme ils devaient en mai, puis d'autres en juin. Et puis après arrivent les mois de juillet-août qu'on veut éviter à tout prix, parce que quand on fait une communication, c'est vraiment le pire des timings, quoi, comme un vendredi soir, quoi. Si vous voulez vraiment que ça ait de l'impact, c'est pas dans ces moments-là qu'il faut communiquer. Donc on arrive sur le mois de septembre, les données commencent à être plus très fraîches, vous voyez. Et puis pour nous, septembre, c'est aussi l'enquête de satisfaction annuelle.
Ce qui fait qu'il y a eu un peu un côté maladroit à envoyer ça juste avant les enquêtes de satisfaction, où certains collaborateurs nous ont dit « Ouais, mais ça c'est de la manipulation, vous faites ça juste avant pour nous influencer, pour qu'on puisse mettre une bonne note. » Alors, c'était pas du tout l'idée. Alors, mettre une bonne note, oui, c'était l'idée, mais le faire juste avant pour manipuler, c'était clairement pas ça, et c'est un peu dommage. Donc, si on veut vraiment que ça s'inscrive dans une pérennité, dans le temps, c'est ce qu'on appelle du change management. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut vraiment se poser, expliquer, faire, je ne vais pas dire des allers-retours. Alors, vous évoquez tout à l'heure le côté pilote. Hein, ça marche aussi comme ça. On peut aussi faire un pilote pour voir comment ça se passe. Mais vous allez voir qu'en fait, d'un pays à l'autre, tout change. Donc, au final, je ne sais pas si le pilote nous aurait vraiment été utile. On parlait beaucoup de la France tout à l'heure. Enfin, en fait, l'enquête dans son ensemble a un prisme très français, ce qui est normal. La France est un super territoire pour faire ce genre d'exercice. Il y a une multitude d'éléments sur lesquels communiquer. On a des primes diverses et variées, des congés divers et variés, une retraite plutôt compliquée, ou en tout cas avec beaucoup d'éléments à communiquer. Sauf que quand on sort de là, on se rend compte que tout est très différent. Alors on a des pays qui sont tout aussi compliqués, mais radicalement différents. Et puis on en a d'autres qui sont simplistes. Donc communiquer sur quelque chose, il n'y a pas beaucoup à dire à la base, ça devient un autre sport. C'est un petit peu plus compliqué. L'information qu'on va vouloir aller chercher est un peu différente. On va commencer à regarder dans les coûts, sans rentrer dans trop de détails. Donc voilà, ne vraiment pas sous-estimer cette première année. Et pour moi, c'est minimum 6 mois. Si vraiment je devais faire ça bien, je mettrais ça sur 6 mois. Autre chose qui est très importante, votre accès à la donnée. Votre accès à l'information, est-ce que vous avez un système centralisé ou pas? Nous, on a un SAP avec des données de rémunération dedans. On l'utilise beaucoup dans le cadre du controlling et de l'analytique, donc on a déjà nettoyé pas mal, on est plutôt confort sur la qualité qui est dedans, mais c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas lésiner. Encore une fois, tous les items d'un BSI ne se retrouveront pas dans cet outil, et il va falloir faire confiance à un moment au local. Alors on va compter sur un component Ben pour aussi faire ses checks de son côté, mais ça n'est pas neutre. Et puis ce coup-ci, on n'est pas en train de s'échanger des données entre RH. C'est-à-dire s'il y a une erreur, c'est pas grave, on la change. Là, on est en train de sortir du département et quelque part, je provoque un peu, mais on joue notre crédibilité, quoi. Hein, la RH n'est pas nécessairement connue pour maîtriser les chiffres. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des fonctions et des sujets qui sont très portés chiffres et qui nécessitent une certaine connaissance et maîtrise, c'est pas forcément très visible. Je dis toujours que ça prend très longtemps avant de gagner le crédit du business ou des financiers, comme quoi on sait maîtriser les chiffres. Par contre, ça met 2 secondes à tout perdre. Hein. Ce qui fait que quand vous n'avez pas une bonne traçabilité ou une remontée de l'information et que vous vous exposez à des erreurs dans votre BSI, c'est pas super. C'est pas super, on va vous le dire, on va vous le faire sentir. Alors l'intérêt d'un IBSI, c'est que vous pouvez tout changer en ligne rapidement. Donc on n'a rien vu, on va dire, mais le mal est fait. Hein. Donc ça, faut vraiment prendre ça en considération. Il faut vraiment que les employés puissent apprendre quelque chose. Le piège classique, c'est de donner des choses évidentes. Si vous faites juste le minimum syndical comme je donne base variable et paiement du bonus, en gros tout ce qui est sur une compensation letter qu'on reçoit par an, et si à côté vous faites juste un répertoire ou un lexique de tout ce qui existe comme bénéfice sans donner aucune valorisation ou sans l'individualiser, en fait la personne va recevoir un booklet, elle connaît déjà tout en fait, elle connaît déjà tout, elle apprend rien, et elle se dit à quoi ça me sert, elle voit pas forcément l'intérêt. Donc il faut vraiment prendre le temps de trouver des items qui sont individualisés pour que les gens apprennent quelque chose. S'ils apprennent, vous avez de l'intérêt, ils restent accrochés et c'est là que vous avez gagné et que votre exercice est réussi. Et puis, la dernière chose, pour les RH, c'est distinguer vraiment le volontaire du capable. Encore une fois, comme je disais, c'est un exercice très vertueux. On est tous volontaires pour le faire, c'est génial, mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire de la manière dont c'est souhaité ou de la manière dont c'est pensé? Il faut une bonne connaissance des sujets, mine de rien. Encore une fois, quand on va chercher des nouvelles informations qu'on n'a pas l'habitude de traiter en local, eh ben, ça peut prendre un peu de temps, ça peut déstabiliser. Hein. Et puis, il peut y avoir une complexité supplémentaire dans certains pays. Par exemple, si vous n'avez pas accès à l'info et vous avez un payroll qui est outsourcé dans une autre entreprise ou chez un prestataire, peut-être que la relation avec le prestataire, peut-être que l'aller-retour, ça peut prendre du temps. Hein. Et ça peut prendre du temps et c'est pas facile à gérer. Et toujours pour finir sur la notion de temps,
Si vous faites comme nous et que vous décidez de partir sur une logique après le cycle de fin d'année, ça reste une période chargée pour les RH. C'est même la saison haute en fait pour les RH. Donc quand vous leur dites, pour nous, hein, en décembre, et vous avez, on est large, vous avez 4 mois pour travailler dessus, parce que c'est pas 4 mois où les RH ne font rien. C'est 4 mois où il faut assurer tout ce qui est performance, tout ce qui est distribution de la performance pour ceux qui le font, les revues de salaire, les bonus, la fiscalité, les LTI, etc. Et j'en passe. Donc, c'est pas non plus le meilleur moment pour eux de partir à zéro. Donc, cette première année, en fonction du timing que vous allez choisir, prenez le temps. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner parce que les surprises viendront avec l'international. Disons ça comme ça. Merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces conseils. C'est clair, on le voit dans toutes les entreprises, la fiabilité des données, le timing sont des sujets cruciaux. Agnès, de ton côté, dans tes missions, est-ce que tu constates une tendance? C'est une question de fond, une question que j'adresse à la spécialiste du conseil en mobilité internationale et en rémunération globale. Est-ce que tu observes une tendance à l'homogénéisation du package CNB ou bien est-ce qu'il y a encore des spécificités locales qui sont fortes en fonction des zones du monde ou des pays? Alors en fait, on l'a un petit peu dit, c'est vrai que la pandémie a accéléré une tendance à l'harmonisation pour essayer de donner finalement du lien. Donc cette tendance, c'est plutôt vers de l'harmonisation sur les politiques de rémunération à l'international. Cette tendance-là, elle est liée aussi à l'aspect tout simplement d'internationalisation des entreprises, avec de plus en plus de mobilité à l'international, donc des salariés qui passent d'une filiale à une autre, de recrutement de ce qu'on appelle les third country national, donc d'étrangers en contrat local. Et puis il y a un deuxième facteur qui pousse aussi à cette tendance à l'harmonisation, qui est plutôt lié au contrôle financier et aux audits internes. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un système de gouvernance et de contrôle interne quand les packages sont tous différents d'un pays à un autre? Le meilleur exemple, ça va être celui des bonus, de la rémunération variable, où on a une tendance de plus en plus forte, on en a parlé il y a quelques mois, à des systèmes de rémunération variable qui sont de plus en plus homogènes d'un pays à l'autre. Ok, merci beaucoup. Jérémy, on a parlé des RH, on a parlé de la mise en place du IBSI chez Euler. J'aimerais maintenant qu'on puisse s'attacher aux collaborateurs eux-mêmes. Comment est-ce que le BSI a été accueilli par les collaborateurs chez Euler Hermès? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous avez noté des différences d'accueil en fonction des pays? Est-ce que voilà, vous pouvez nous éclairer sur ce point? Absolument, c'est exactement ça ma réponse, c'est que ça va dépendre des pays. Alors quand même dans l'ensemble, c'est quand même un succès. C'est quand même un succès parce qu'on a eu énormément de retours positifs. On surfait toujours sur cette vague de nouvelles chartes graphiques. C'était moderne, jeune, on l'avait jamais fait avant, donc quelque part on avait déjà des points de sympathie juste pour ça, donc c'était très bien. Par ailleurs, pour la petite histoire, l'année d'après, quand on a fait la nouvelle enquête de satisfaction, et bien sur l'item de reward, on a eu une meilleure note. Alors évidemment, l'histoire ne nous dira jamais si c'est complètement grâce au BSI. En tout cas, je pense que ça a peut-être dû contribuer un peu. Après, ça dépend vraiment des pays parce qu'on a certains pays qui ont été un peu légers sur, en tout cas la première année, sur le contenu. Et je vous prenais l'exemple tout à l'heure de quand on n'apprend rien dans son contenu, ben on se dit OK, merci. Et le feedback, c'est juste ça, qui pour moi n'est pas un mot feedback puisque ça veut dire qu'ils l'ont lu, ils l'ont regardé et puis ils l'ont laissé, ils l'ont plus jamais regardé. Donc la cible, en tout cas, l'objectif n'était pas vraiment atteint. Certains nous ont même dit, ah oui, ça aussi, ils nous ont même dit, qu'est-ce que c'est? Alors, je comprends pas parce qu'on avait beaucoup communiqué dessus, mais ils nous disent qu'est-ce que c'est. Et quand on creuse un petit peu, pourquoi d'un coup, enfin, voilà. En fait, on s'est rendu compte, notamment pour ceux qui étaient en retard et qui ont communiqué sur le tard,
ils ont communiqué à une période où il y avait énormément de demandes, et d'autant plus avec le Covid, des pulse surveys, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous retournez au bureau, enquête de satisfaction RH, il y avait vraiment énormément de choses en même temps, ce qui fait que c'est un peu arrivé au milieu de tout ça. Et on a noyé un peu l'effet, le wow factor qu'on recherchait avec ça. Et certains se sont dit, qu'est-ce que c'est, encore un truc RH. C'était bien dommage parce que c'est un super outil. Quand ils l'ont vu, ils ont fait, ah ok, d'accord. Mais bon, il y a eu un petit loupé, là-dessus. On en a eu qui étaient un peu plus, comment dire, des compliments un peu plus frais. Hein, quand on a, c'est super, enfin de la transparence. C'est un compliment un peu sec, surtout sur le « enfin », ça veut vraiment dire qu'on attendait quelque chose, mais ça reste une amélioration et ça reste un compliment, ce qui fait que nous, pour cette partie-là, ça reste bien. Et puis après, on a toujours 2-3 cas où on nous a remonté « oui, mais votre truc, on la donnée n'est pas bonne ». Quand la donnée n'est pas bonne, c'est sûr que le client sera toujours un peu mécontent. Donc, j'insiste encore une fois, faites vraiment attention quand vous le lancez, assurez-vous que tout est prêt. Mais dans l'ensemble, là, je vous évoque vraiment les points précis pour voir où ça a pêché. Mais dans la grande majorité, c'était quand même très, très, très bien accueilli. Alors évidemment, les notes nous diront dans le temps si vraiment ça a eu un impact dans le temps. Mais non, très, très bien. On nous a beaucoup remercié pour ça, ou en tout cas, félicité, disons. Ouais, félicité. Ok, super. Bonne nouvelle. Agnès, est-ce que tu as eu l'occasion d'aider et comment alors on a beaucoup débattu de cette question, donc sois transparente sur le sujet sans problème, d'aider et comment certaines entreprises dans la structuration de leur package en amont de la mise en place d'un BSI international, ou est-ce que la question s'est pas posée jusqu'à présent? Alors en fait, la question se pose souvent très en amont de mise en place de BSI internationaux, parce qu'en fait le prérequis, et Jérémy l'a très bien dit, c'est qu'il faut que les équipes RH au niveau international aient une visibilité assez bonne sur les programmes de rémunération et d'avantages sociaux dans les différents pays. Donc on est souvent sollicité pour faire des missions d'état des lieux, de cartographie internationale pour recueillir ou aider nos clients à recueillir les différentes composantes des éléments du package. C'est aussi souvent à ce stade-là qu'on va se mettre d'accord sur la terminologie. Il peut y avoir 10 façons différentes de parler de rémunération variable, de commission, de bonus au sein d'une même entreprise. Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Donc, il y a ce travail souvent d'harmonisation, de recueil des composantes qui peut se faire en amont. Et puis, chez certains de nos clients, on les accompagne aussi plutôt sur la stratégie de rémunération globale et puis la construction d'une Employee Value Proposition plutôt sous un angle communication. Ok, merci beaucoup. Et dernière question pour Jérémy. Vaste question aussi. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre BSI dans le temps? Alors BSI ou plus largement la communication CNB dans le temps? Eh bien justement, c'est un des rares outils en fait qu'on a. Alors, nous faisons partie de ces entreprises qui n'avons pas forcément ouvert toute la politique de rémunération à l'entièreté du groupe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont totalement transparents avec le système de grading, avec le système de fourchette de salaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. On le fait vraiment dans l'expertise et encore une fois dans l'envers du décor. Donc c'est important de vraiment communiquer là-dessus, surtout qu'on a beaucoup, chez nous en tout cas, on a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut marketer. On s'est rendu compte que beaucoup de gens, des gens sont partis sans vraiment se rendre compte qu'ils allaient perdre en partant. Et ils pensaient partir pour un motif de rémunération, sauf qu'en fait, ils n'ont pas additionné tous les bons véhicules parce qu'ils avaient peut-être la méconnaissance de tout ça. Et c'est quand même bien dommage. On n'a pas un gros turnover, on est plutôt stable, mais quand on a ce genre de feedback, on doit se dire que ça, même si on n'en a pas beaucoup, ça doit être réglé. C'est pas normal que les gens puissent partir pour ça. Encore une fois, ça met la lumière sur les équipes qui sont pas forcément très exposées. Donc, je pense que ça, c'est très bien pour la motivation. Et nous, on va le faire une fois
une fois tous les ans ou tous les 2 ans, ça va dépendre des pays. Mais ce qui est important, c'est la pérennité. Enfin, c'est vraiment s'inscrire dans le temps parce que si on veut que ça fasse partie de notre ADN, je dirais, il faut pouvoir renouveler cette expérience. Alors, évidemment, on va s'améliorer. Et puis alors, Agnès le mentionnait, avec une période comme le Covid, alors moi non plus, j'aime pas forcément lier ça au Covid, mais on est tous un peu loin les uns des autres, hein, que ça soit dans d'autres pays, que ça soit chez nous, où certains sont même pas revenus au bureau. C'est ce genre de petit outil qui fait un peu du lien avec l'entreprise et qui rappelle qu'on est là, on fait attention à vous, on a quelque chose d'individualisé juste pour vous qu'on a fait uniquement pour vous. Donc voilà, c'est un petit outil qui est pas grand-chose, mais qui peut aussi aider à renforcer la cohésion dans un moment où on est un petit peu distendu. Et puis, plus généralement, pas forcément juste chez nous, mais vous l'évoquez tout à l'heure, Clémence, c'est intéressant cette dichotomie entre le IBSI et le papier. Je vois pas la mort du papier tout de suite, hein. Même chez nous, autant on est ravi d'avoir ça de manière digitale, mais je pense que quand on l'a vraiment en petit papier, on l'a devant nous, on peut le toucher. En fait, c'est très plaisant. Et on a tendance à plus y revenir. On a regardé nos stades de connexion. C'est vrai que les gens, quand c'est sur Internet, on ne voit pas forcément beaucoup dessus où ils vont y aller, ils vont le télécharger et c'est réglé. Quand ils l'ont sur papier, ils peuvent y revenir, ils peuvent regarder, ils peuvent toucher. Et ça me fait dire qu'on ne passera pas tout de suite, ou en tout cas pas totalement sur du IBSI. Je parle dans l'ensemble. Nous, on a la stratégie de prendre du IBSI, mais je pense que dans l'ensemble, ça restera encore du papier pendant encore un bout de temps. Voilà. Oui, c'est clair, c'est directement relié à ce que vous évoquiez, à la fois la culture, les valeurs de l'entreprise, et puis effectivement la volonté de matérialiser les choses que dans un document papier. Merci beaucoup Jérémy. Et dernière question pour Agnès. Comment vois-tu, alors c'est pareil, c'est question de fond et vaste, comment vois-tu l'évolution des packages dans le futur? Est-ce qu'on va vers une tendance à la globalisation, à la spécialisation, les cafétérias plans, les à la carte, etc. Comment se profilent les choses à l'horizon à ce niveau-là? Alors, je dirais qu'on a observé, on l'a dit, une double tendance assez forte à l'harmonisation et à la globalisation sur les composantes des packages en rémunération, mais aussi il y a un souhait de réponse très individualisée de la part des salariés. C'est le cas, on l'a dit, sur les attentes de la génération Z. Donc on a des approches de flex bénéfices qui vont de plus en plus dans le sens de ces attentes individualisées. C'est de plus en plus déployé parce que ça permet notamment justement de répondre à cette double tendance, à la fois un socle commun assez fort qui sous-tend notamment une approche et une politique plus globale, et puis des avantages plus individualisés qui peuvent répondre notamment aux attentes des salariés à différents moments de leur vie. Et cette évolution-là sur la partie, alors ça peut être du core flex en mobilité internationale ou du flexible benefit, elle est souvent accompagnée par des outils de communication digitale qui permettent de continuer à avoir une lisibilité sur les packages, parce que sans ces supports de communication-là, on peut avoir une impression de troubler le message. Et donc, en fait, notre objectif final, c'est quand même que la lisibilité et la compréhension sur l'ensemble des packages CNB soient toujours maintenues. Très bien, merci beaucoup. Merci Jérémy, merci Agnès. On a fait le tour des questions que j'avais pour vous, qu'on n'avait pas du tout préparées évidemment à l'avance. En revanche, il y a des questions via le chat, donc je vous propose maintenant qu'on prenne du temps pour y répondre. Je vais les regarder sur la tablette. Alors, une première question qui est une question d'ordre pratique. Allez-vous nous envoyer la présentation? Donc oui, bien sûr, on va vous envoyer la présentation. Il semblerait, on m'a dit dans l'oreillette, qu'il y a eu pendant un petit moment un problème de son pour certains d'entre vous. Donc à la fois vous aurez la présentation et à la fois vous aurez le replay que l'on vous fournira de telle manière à ce que vous puissiez voir peut-être la petite partie où vous nous avez vu gesticuler, articuler, mais sans pour autant entendre le son. Mais je crois que ça a été une interruption assez courte. Donc oui, on vous enverra tout ça
la présentation et le replay. Donc ça, c'était une première question pratique. Alors, on nous demande si nous avons, je pense que c'est une question à laquelle je vais répondre, si on a déjà travaillé sur l'accessibilité numérique des sites de BSI. Alors, je pense que par accessibilité numérique, on pense accessibilité au titre du handicap. Et notamment, je présume que la question est autour de la norme RGAA. Donc oui, c'est évidemment un sujet d'actualité. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui arrive. Non, c'est autre chose. Oui, c'est un vrai sujet. L'accessibilité numérique qui était présente plutôt dans le secteur public et qui évidemment est maintenant présente dans le secteur privé, nécessite d'adapter les sites internet. C'est pour être très honnête compliqué comme modification. Ça a des impacts à la fois sur le développement informatique. On parle là de IBSI. Bien sûr, on parle de sites internet, sur le développement informatique, sur le graphisme et sur les contenus rédactionnels. Donc on est en train petit à petit de rendre accessibles les sites internet. On a quelques années de travail devant nous pour arriver à quelque chose qui soit complètement conforme à la norme. Mais évidemment, c'est un sujet d'actualité que l'on est en train de traiter. Bien sûr. Alors, une question à laquelle moi je ne saurais pas répondre, mais peut-être que Jérémy ou Agnès savent répondre. Et si ce n'est pas le cas, on reviendra vers vous par email, on ira interroger les bonnes personnes. Bonjour, avez-vous de la visibilité sur le versement d'une prime Macron? Alors j'imagine que c'est plus largement que la prime Macron dans les BSI. On reviendra dessus, donc on vous répondra par mail. Ensuite, comment renouveler l'intérêt des collaborateurs pour le BSI d'une année sur l'autre? Alors j'ai évidemment un avis sur le sujet, mais peut-être que Jérémy veut s'exprimer sur ce point-là. Oui, alors c'est une très très bonne question et on est en plein dedans puisqu'on a fait notre deuxième itération et maintenant, la deuxième itération c'était un peu plus facile parce que vu qu'on partait de rien, on a toujours de l'amélioration. La deuxième année, on a d'autres éléments et puis encore une fois, la deuxième année, on est rentré dans une ère de Covid. Donc, on avait beaucoup plus de communication autour de ça et beaucoup plus d'éléments qu'on avait rajoutés. Après, ça va dépendre un peu de la vie d'entreprise. C'est-à-dire que si d'un coup, on a un nouveau plan d'actionnariat soudain, génial, qui donne une action en plus, forcément, ça va être un nouvel apport. Mais sinon, comment vous, de votre côté, arrivez à faire ça? Soit on apporte des nouveaux éléments, soit on pense, nous, de notre côté, à encore améliorer ou à changer notre EVP. Parce que le business évolue et parce que ça, c'est la vie de l'entreprise. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui comme piste. Maintenant, je pense que ça va aussi avec la créativité et du champ des possibles que vous avez exploité ou pas. C'est sûr que si vous avez été très mature et que vous gérez quelque chose d'une année sur l'autre, peut-être que ce sera la cosmétique essentiellement qui pourra attirer l'œil. Vous voyez, cette année, on a changé, on a mis des nouveaux modèles, on a mis des petits graphiques d'évolution, on a changé les couleurs. C'est quelque chose comme ça qui, je pense, fera les gens se reconnecter plutôt que si tout est pareil en effet. Oui, je confirme. L'idée, c'est que quand on met en place un BSI pour une première année, c'est important d'avoir en tête l'évolution au fur et à mesure du temps. Donc, on n'est pas obligé de faire au premier jour quelque chose d'ultra exhaustif, du début jusqu'à la fin. On surfe aussi sur l'actualité, qui peut être une actualité soit mondiale, soit réglementaire. Donc, effectivement, ça apporte de la nouveauté, notamment pour la France, quand on a des changements sur les régimes de retraite, des changements relatifs à la santé. Ça donne des nouveaux contenus au sein du BSI. Il y a une autre question qui est complètement reliée, hein, comment réenchanter le BSI, notamment lorsque cela fait plusieurs années qu'il est édité et qu'il devient une sorte de routine pour les collaborateurs. Donc c'est la même question. Il faut être capable de faire évoluer le fond et évidemment on est là pour vous accompagner. La forme est un autre sujet. On peut faire évoluer les supports. Alors sur le IBSI, on est déjà sur des supports très sophistiqués, mais peut-être qu'on peut y rajouter une version sur téléphone mobile, des espaces, on en a parlé, des espaces qui sont dédiés au RH et aux managers. Peut-être que l'on peut aussi utiliser la console d'administration qui permet de pousser de l'information en cours d'année
pour actualiser le BSI en cours d'année, alors pas sur l'ensemble des items, c'est pas l'idée, mais sur des items très spécifiques qu'on aurait identifiés, à la fois des items de données. Je sais pas, on paye les bonus, on les avait pas publiés sur le BSI parce qu'il est sorti en début d'année, les bonus sont payés plus tard, on peut actualiser et pousser de la donnée dans le BSI si tant est qu'il soit web. Et on peut aussi publier de l'information de l'actualité en cours d'année. On n'est pas forcément que sur de la data. On peut pousser des contenus en cours d'année et donc ça permet d'apporter de la nouveauté. Il y a une solution aussi qui consiste à, pour ceux qui ne sont pas encore sur un support web, à faire évoluer, si tant est que ce soit possible et que ce soit dans les habitudes de l'entreprise, le support vers quelque chose de plus digital si on est sur du papier. Mais faire aujourd'hui un BSI papier ne veut pas dire que c'est moins bien que de faire du digital. C'est juste différent et c'est juste adapté à une culture et à une situation d'entreprise à un instant donné. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Une question pour Agnès. Avez-vous accompagné des entreprises ou groupes qui ont basculé sur des bénéfices flexibles en France? Connaissez-vous des groupes ou des entreprises qui ont basculé sur des bénéfices flexibles? Alors c'est une question facile à dire, bénéfices flexibles. Ou flexible benefits. Flexible benefits. C'est une question qui nous est posée régulièrement et qui revient régulièrement de la part de grands groupes français. Comme vous le savez, on n'a pas un contexte réglementaire, en tout cas d'optimisation fiscale et sociale qui soit complètement optimisé en France. En revanche, on a accompagné des groupes à réfléchir finalement à flexibiliser un certain nombre de bénéfices et notamment de proposer des avantages sociaux qui seraient dédiés à chaque événement de la vie du collaborateur. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles effectivement on travaille en interne, y compris avec nos collègues en charge des parties avantages sociaux. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui est reliée au point qu'on a évoqué juste avant. Combien d'entreprises ont un BSI connecté en live sur des éléments de rémunération? Quels sont les retours d'expérience sur le sujet? Alors, pour être très honnête, on en a assez peu. La technologie est assez récente. Le retour sur le sujet, c'est que c'est ce qu'on évoquait juste avant. Ça permet d'apporter de la nouveauté en cours d'année, de ne pas avoir une lecture unique du BSI au moment où il sort et peut-être une lecture en cours d'année pour les collaborateurs, mais d'apporter de la nouveauté de manière très régulière. Le BSI connecté en live existe depuis longtemps. Les entreprises ont eu au départ peu d'appétence sur le sujet, il faut être très honnête. Ça commence à être un sujet d'actualité aujourd'hui. Donc combien exactement, je ne l'ai pas en tête, mais le retour d'expérience est plutôt positif. Alors attention, sur l'actualisation du BSI en temps réel, notamment via la console d'administration, il y a l'actualité avec des informations de texte, donc là il n'y a pas de sujet. Il y a l'actualité de la data, et l'actualité de la data, elle nécessite quand même un prérequis, c'est d'être sûr de l'information que l'on publie. Donc il y a quand même un travail à faire au préalable de fiabilisation des données. Ensuite, a-t-on d'autres questions? Comment communique-t-on sur des sujets sensibles comme la prévoyance et peut-on personnaliser cette communication, par exemple par des simulateurs individuels? Qui peut répondre à cette question? Jérémy, est-ce que vous avez un avis sur le sujet de la com sur la prévoyance Un peu compliqué de mon côté, ouais. Juste sur la partie France, malheureusement ouais. Pas un spécialiste, donc bon. Je ne saurais pas vous dire. Je pense que nos collègues pourraient avoir aussi pas mal de... Oui. Alors, de toute façon, on pourra creuser ce sujet-là avec la personne qui a posé la question. Oui, il existe évidemment, on parle là de la France, des simulateurs individuels qui permettent aux collaborateurs de à la fois connaître le montant de ses cotisations, mais aussi connaître le montant de ses prestations en cas de pépin et si le régime de prévoyance devait rentrer en action, à la fois sur l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. Donc ça calcule les prestations. Sur la prévoyance, ce qui est important de faire dans les BSI, et l'expérience que l'on a sur le sujet, c'est autant que possible apporter des explications pédagogiques. Les régimes de prévoyance sont compliqués. Donc là, la pédagogie dans le BSI, c'est pas seulement du reporting de chiffres.
c'est aussi beaucoup de pédagogie autour des bénéfices. Donc ça veut dire qu'il faut expliquer comment fonctionnent les régimes. La prévoyance, c'est compliqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'invalidité? Qu'est-ce que ça veut dire une garantie d'essai, une rente éducation, etc. Donc il y a un effet de pédagogie, d'explication des garanties et de donner des définitions de tous ces termes techniques. Et puis on a aussi des petits trucs de communicants pour faire comprendre ces items un peu plus compliqués aux collaborateurs. Et on utilise beaucoup des systèmes de vidéos type bande dessinée pour expliquer comment ça marche, ou des quiz, 10 questions-réponses pour bien comprendre mon régime de prévoyance. Ça permet aux collaborateurs, de manière assez ludique, de découvrir comment ça fonctionne. On lui pose une série de questions, rarement au-delà de 10. Il y répond et ensuite on va lui dire s'il a juste ou s'il a faux et on va lui donner l'explication. Donc sur la prévoyance, comme c'est le cas d'ailleurs sur d'autres items comme la retraite, l'épargne salariale ou la santé, c'est préférable, au-delà de fournir un tas d'informations chiffrées, de faire de la pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, à part la prime Macron qu'on a gardée de côté, on n'a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir clôturer. On vous remercie vivement de votre inscription et de votre participation à cet événement. Et je remercie vivement Jérémy de s'être rendu disponible pour répondre à nos questions et Agnès également de s'être rendu disponible pour animer ensemble ce 12e observatoire. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 13e édition. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On vous enverra, comme promis, tous les éléments relatifs à la présentation et au replay. Très bonne journée à tous et merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. La 12e édition de l'Observatoire de la communication CNB. Les enjeux de la communication CNB à l'international. Une matinale avec les experts de CIACI Saint-Honoré, Clémence Perrin et Agnès Dréan-Lepage et leur invité Jérémy Louis de Euler Hermès.